À vous les parlements. À vous, le Parlement. À vous, le Parlement. Come funziona? Wie funktioniert es? Comment funciona eso? Comment ça marche? 400 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs représentants au Parlement européen. Le vote se déroule dans les 28 États membres entre le 22 et le 25 mai. Au total, 751 eurodéputés seront élus. Cette élection est le deuxième plus grand rendez-vous démocratique au monde, mais en scrutin, la participation des citoyens diminue. En 1979, la participation se situait en dessous des 62%. En 2009, elle était légèrement au-dessus de la barre des 43%. Expliquer, informer, décrypter pour susciter l'intérêt des électeurs dans la perspective du prochain scrutin, c'est ce à quoi s'attache Radio Nantes à travers notamment cette émission « À vous le Parlement », 11e numéro du genre, avec une première partie pédagogique consacrée aujourd'hui à l'élection européenne à proprement parler et une deuxième partie débat animée par Lauriane Sistermans sur le système européen. Faut-il le remettre en cause? Jaume Douc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des médias et le porte-parole du Parlement européen. Merci de vous prêter pour la deuxième fois dans le cadre de cette émission à cet exercice pédagogique. La première fois, c'était en mai 2013 pour le premier numéro d'À vous le Parlement sur les pouvoirs du Parlement européen. Intéressons-nous aujourd'hui au scrutin. Il se déroule du 22 au 25 mai. Pourquoi différentes dates ? Parce qu'il faut respecter les différentes traditions électorales des États membres. Un peu comme pour beaucoup d'autres choses, l'Union européenne doit toujours essayer d'accommoder des États différents, avec des traditions différentes, avec des cultures politiques, je dirais, différentes. Il y a des pays où aller voter, c'est quelque chose qu'on associe immédiatement avec un dimanche. Il y a d'autres pays où c'est le contraire. Les citoyens ne se sentiraient pas confortables en étant appelés aux urnes en dimanche au lieu du jeudi, qui est par exemple la date typique pour tout genre d'élection au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Donc il a fallu s'adapter aussi à ça. Le projet d'un scrutin unique le même jour dans tous les États membres, est-il encore un projet ou finalement, pour respecter les spécificités de chaque nation, il faut mieux conserver plusieurs dates ? Moi, je ne pense pas qu'il y a des contestations à cette façon de travailler. Oui, peut-être ce serait plus, disons, facile à comprendre si tout le monde votait les mêmes jours. Mais je pense que déjà l'effet de voir la possibilité que jusqu'à 400 millions de citoyens puissent participer au même exercice électoral démocratique entre les jeudis et les dimanches, c'est quelque chose d'assez énorme. Point commun à 28 pour ces élections, elles se déroulent au suffrage universel direct, elles sont libres et à bulletin secret. Les États ont en revanche le choix entre liste ouverte et liste fermée. Quelle est la différence ? Bon, comme pour les élections nationales, en effet, il y a des États où les partis présentent des listes et que les citoyens peuvent choisir la liste, mais ne peuvent pas faire de choix à l'intérieur de la liste. C'est le cas, par exemple, que je connais bien de l'Espagne. Il y a d'autres pays, en Allemagne par exemple, où on peut choisir des personnes concrètes dans la liste. Il y a en plus des systèmes demi-ouverts, des systèmes de double liste ou de double vote. Je dirais que là aussi, on voit la complexité de l'Union européenne. Mais à nouveau, c'est normal que chaque citoyen puisse confronter les élections européennes avec des systèmes qui lui sont familiers pour d'autres élections. Il existe ou pas un seuil minimum pour la répartition des sièges. Expliquez-nous ce point de détail. Ça va par pays aussi, ça dépend de la législation nationale. Par exemple, jusqu'il y a quelques semaines, en Allemagne, il y avait un seuil de 3%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au moment de distribuer les sièges, on les fait uniquement avec les partis qui ont dépassé ces 3%. Dans les cas, j'ai dit, dans l'ancien cas de l'Allemagne, parce que la Cour constitutionnelle a aboli ces seuils pour les élections européennes. Dans d'autres pays, il n'y a pas de seuil non plus. Il y a des pays où il y a un seuil de 4%, même de 5%. Les États peuvent aussi choisir d'établir ou pas des circonscriptions électorales. Quelle est l'idée à travers ce découpage électoral pour les européennes ? Bon, à un certain moment, le Parlement européen a essayé quand même de donner des indications sur comment organiser les élections européennes d'une façon qui puisse devenir de plus en plus rapprochée. Et à l'époque, il y avait deux éléments importants. Un, c'était l'élément de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on permet, disons, à plusieurs partis politiques
d'être représentés au Parlement européen, et pas uniquement celui qui aurait gagné ou aux 2 ou 3, disons, principaux partis, mais aussi que, surtout dans les cas des grands États, les circonscriptions soient régionalisées, de façon qu'on réduit autant que possible la distance entre les votants, entre l'électeur et l'élu. Le projet de liste pan-européenne, est-ce que c'est un projet qui reste encore un projet ou là encore ça ne verra pas forcément le jour? C'est un projet qui est traité ou qui est débattu au Parlement européen depuis quelques années, mais qui n'a jamais été adopté officiellement parce qu'on voit bien la difficulté. Mais en effet, il y a cette idée chez pas mal de députés au sein du Parlement d'arriver à un certain moment à pouvoir présenter des listes pan-européennes, des listes des candidats qui ne seraient pas élus par, disons, pour représenter un État membre ou les citoyens d'un État membre, mais pour représenter directement les citoyens de toute l'Union européenne. C'est d'ailleurs un peu l'idée derrière cette élection européenne. Une fois élu, le parlementaire officiellement représente l'ensemble des eurodéputés, enfin des citoyens européens. Par exemple, un eurodéputé français qui serait élu dans la circonscription ouest ne représente pas plus le breton que le catalan, par exemple. Au Parlement européen. Tout à fait. Au moment où on vote pour tous les citoyens. Et donc, on est en train de représenter aussi tous les citoyens. Après, on peut se sentir plus proche ou plus lointain de quelques citoyens en fonction du pays ou de la région. Mais c'est clair que les députés européens étant députés européens. Là, la question, c'est aussi une autre. Il y a des gens qui considèrent que si on crée des listes pan-européennes, mais qui doivent cohabiter avec les listes nationales, alors on pourrait se trouver face à une situation dans laquelle on aurait des députés de 2 classes. Les députés nationaux, parce qu'il a été élu dans sa circonscription nationale, et les députés, là, les vrais députés européens qui a été élu sur une liste transeuropéenne. L'âge de l'élu varie aussi entre un État membre à un autre. Il est par exemple de 25 ans en Italie, je crois que c'est l'âge maximum, mais généralement c'est plus autour de 18 ans. Normalement, c'est 18 ans, sauf en Autriche, où c'est 16 ans. Dans la plupart des pays, l'âge est le même pour élire et pour être élu. Par contre, il y a d'autres pays, il y a quelques pays, par exemple, vous avez cité l'Italie, où pour être élu, il faut avoir un âge, disons, un peu plus, comment les dire, il faut être un peu plus âgé que pour participer aux élections. 16 ans en Autriche, c'est pour l'électeur. Pour l'électeur, oui. Exact. Dans certains pays, pour l'élu, c'est 18. Dans certains pays, il n'est pas obligatoire de s'inscrire sur les listes électorales pour voter. C'est aussi les petites différences. En France, par exemple, c'est avant le 31 décembre, sinon on ne vote pas. Voilà, tout à fait. À nouveau, il y a une loi électorale européenne, mais qui en fait se limite, je dirais, à fixer les choses les plus de base, les plus élémentaires, comme par exemple la date. Mais la plupart des conditions sur comment organiser les élections ou participer à ces élections est quelque chose qui est laissé aux États membres et donc à la législation des États membres. Et là, à nouveau, ça c'est un cas. Un Espagnol résidant à Nantes peut voter à Nantes et choisir parmi les candidats de la circonscription ouest. C'est une possibilité pour les élections européennes? Oui, tout à fait. Ça, c'est un des droits des citoyens européens qui d'ailleurs est respecté grâce au traité de l'Union. On a les choix. Un Espagnol qui habite à Nantes peut soit participer aux élections en Espagne, donc voter une liste d'un parti politique qui se présente en Espagne, ou peut, par contre, décider qu'il préfère participer aux élections en France. Évidemment, il faut choisir soit la France, soit l'Espagne. La seule chose qu'on ne peut pas voter faire, deux c'est fois. voter 2 fois. Ça, voilà. c'est sûr. Un candidat de nationalité portugaise peut se présenter sur une liste de l'Ouest en France? Oui, là aussi, c'est encore un droit des citoyens. Il n'y a pas la liste transeuropéenne ou transnationale de laquelle on a parlé avant, mais par contre, dans les listes, on peut inclure des citoyens européens qui n'ont pas la nationalité de l'État. Et d'ailleurs, on a eu plusieurs cas, et on a de plus en plus de cas, des députés européens qui siègent au Parlement européen, qui ont été élus par un pays qui n'est pas les pays de leur nationalité. Aujourd'hui, le Parlement européen compte 766 eurodéputés. Il y en avait 410 en 1979. Il y en aura 751 le 25 mai au soir. Comment s'expliquent ces variations
Bon, le Parlement a augmenté au fur et à mesure où l'Union européenne a dû s'élargir. Ça, c'est le premier point de justification. Voilà, mais ce n'est pas le seul. Non, mais je dirais que c'est le plus important. Et après, à un certain moment, avec l'adoption du traité de Lisbonne, on a voulu fixer de façon, disons, claire, c'est-à-dire dans les traités, pas dans une norme de droit primaire, mais pas aussi importante que les traités. On a voulu fixer les chiffres. Et les chiffres exacts, c'est 751. Le traité dit en fait 750 plus les présidents. Donc 751. Maintenant, on a 766. Pourquoi? Parce qu'en milieu de législature, il y a eu l'adhésion de la Croatie. Et évidemment, cela a voulu dire qu'il fallait donner des sièges à la Croatie. Mais en même temps, on ne pouvait pas renvoyer à la maison X députés. Quand on est député jusqu'à la fin du mandat. Ça aurait été délicat. Pour cela, ça aurait été pas seulement délicat, ça aurait été complètement illégal. Ça irait même contre l'indépendance du mandat d'un député, qui est un des principes phares de la démocratie représentative. Mais donc, depuis l'adhésion de la Croatie, on est à 766 députés, mais le 25 mai, on va revenir au chiffre du traité qui est 751. Et si le traité n'est pas revu, même si un nouveau pays entre dans l'Union européenne, ça restera à 751 eurodéputés? Tout à fait. Si ces pays adhèrent à l'Union européenne pendant la législature, on aura un peu le même cas d'espèce qu'on a eu avec la Croatie. Il faudra ajouter de façon provisoire ces députés. Mais en même temps, il aura fallu déjà décider d'une nouvelle clé de répartition entre tous les États membres qui donne 751, ce qui veut dire que plus on aura des pays, moins on aura des députés pour les autres pays, c'est clair. Le soir du 25 mai, la partie n'est pas finie. Les 751 élus devront choisir ou non de siéger dans un groupe politique. En découlera la force du groupe politique au sein de l'Assemblée. Aujourd'hui, le Parlement compte 7 groupes politiques. Derrière ces 7 groupes se cachent plus de 160 partis nationaux. Comment ça marche? Coup de projecteur avec vous, Lauriane Sistermans. Coup de projecteur. Coup des projecteurs. Au Parlement européen, les eurodéputés siègent ensemble, non pas en fonction de leur nationalité, mais bien de leurs affinités politiques. Ensemble, ils font valoir des intérêts communs à travers leur vote et via leur affiliation à une formation politique européenne. Pour pouvoir créer un groupe, il faut au minimum 25 élus issus d'au moins un quart des États membres. Et puis il y a aussi les eurodéputés qui n'appartiennent à aucun groupe, on les appelle les non-inscrits. La constitution des groupes politiques européens a toute son importance dans un Parlement sans majorité absolue. En effet, le groupe le plus présent, le Parti populaire européen, possède 274 sièges sur 766. Pour certains partis politiques nationaux, leur affiliation à un groupe est une évidence. Ainsi, l'UMP rejoint logiquement le PPE, alias la droite européenne. Les socialistes s'allient au groupe, je vous le donne en mille, des socialistes et démocrates. Mais pour d'autres partis, la tâche est plus ardue. À l'intérieur du Parlement européen, il n'existe pas de groupe centriste en tant que tel, où se placent alors des partis comme l'UDI ou le MoDem. Actuellement, les élus se répartissent entre le PPE et l'Alliance des libéraux et démocrates. Mais pour la prochaine mandature, cela pourrait changer. Jean Arthuis, sénateur UDI, se présente comme tête de liste de l'alternative dans l'ouest de la France. Selon lui, l'affiliation à tel ou tel groupe politique demande réflexion, même s'il envisage de se liguer aux libéraux. Nous n'avons pas encore pris de décision, mais c'est très vraisemblable. Je rappelle que Guy Verhofstadt, qui en est le président, était présent lorsque l'UDI s'est constituée le 18 octobre 2012 et que nous sommes en relation très étroite avec lui et avec un certain nombre de membres du groupe ADLE. Sylvie Goulard est quant à elle membre du mouvement démocrate en France, ce qui signifie qu'elle défend la même liste que Jean Arthuis. Elle siège actuellement au sein du groupe ADLE. Pour elle, pas question de quitter les démocrates et libéraux en cas de réélection. Encore une fois, les décisions des formations me dépassent, mais pour ma part, il est hors de question que je quitte le groupe ADLE où d'abord, je trouve qu'on a fait un travail qui
qui est tout à fait remarquable sur un certain nombre de dossiers. Je ne parle pas seulement de mon travail, je pense à des gens comme Sophie Hinsfeld en Libé, je pense à ce qui a pu être fait en matière de coopération, à ce qui est fait en AFET, au rayonnement de Guy Verhofstadt. Moi, j'ai eu la chance inouïe d'arriver donc en 2009 sans connaître grand monde, et je crois d'avoir assez rapidement fait mon trou en étant coordinateur dans ce groupe. Il y a des liens humains qui se créent. Moi, je crois beaucoup à la persévérance dans le travail. Je crois beaucoup à ce positionnement qui est un positionnement à la fois centriste et économiquement libéral, tout en étant très moderne sur des sujets de société. Donc pour moi, je m'y sens personnellement très à l'aise, et jusqu'à nouvel ordre, c'est là que je suis et c'est là que j'aimerais rester. Il se dit que pour 2014-2019, les centristes français auraient signé un accord préférant le groupe de Guy Verhofstadt à celui de Joseph Daul. Mais au cours d'une mandature, la constitution d'un groupe peut évoluer. Un eurodéputé peut demander à rejoindre un autre groupe politique, même si ce n'est pas la volonté de son parti politique national. Au niveau européen, il n'existe pas de mandat obligatoire. Et puis il y a des groupes qui mélangent les affinités politiques. Ainsi, les écologistes européens cohabitent avec certains indépendantistes pour former le groupe qui porte le nom de Verts, Alliance libre européenne. Mais là aussi, la donne pourrait changer pour le prochain mandat. Les indépendantistes belges, par exemple, envisagent soit de former leur propre groupe, soit de se rallier à la droite européenne. En réalité, il n'existe pas de schéma type ou de mode d'emploi. L'affiliation d'un parti national à une entité européenne se base sur des valeurs, mais aussi et surtout sur des négociations internes. Merci Lauriane Jaoumedouk. Je rappelle que vous êtes le directeur des médias et porte-parole du Parlement européen. Au lendemain des élections européennes, d'autres tractations politiques se mettent en branle. Qui présidera le groupe politique, telle ou telle commission, telle ou telle délégation, qui seront les questeurs, etc., etc. La vie après le 25 mai continue, et même peut-être plus intensément au sein du Parlement à Bruxelles. Certainement, peut-être pas d'un point de vue, disons, du travail législatif, mais certainement c'est clair du point de vue de ce qui est la constitution du nouveau Parlement. Le mois de juin, en fait, c'est un mois qui est presque entièrement consacré à la constitution des groupes politiques. Ça, c'est quelque chose qui est, disons, facile pour la reconduction des groupes qui existent déjà. Il y a même déjà des dates qui ont été signalées par les groupes du PPE ou par les groupes socialistes et démocrates pour cette, disons, reconstitution du groupe. Mais il peut y avoir des groupes qui n'existent pas maintenant et qui seront créés par la première fois, ou même des groupes qui vont disparaître s'ils n'arrivent pas à ces double seuil qui a été cité tout à l'heure, les 25 députés en provenance d'au moins un quart, donc 7 États membres. Je dirais que cela va se faire en parallèle, en effet, à des tractatives sur qui aurait des possibilités de devenir président du Parlement européen, vice-président, questeur, président des commissions, etc. Mais tout cela ne peut se faire vraiment que quand on a la fiche ou la carte des groupes politiques très clairs. Est-ce qu'il y a une méthode, il y a la méthode d'Hondt qui est celle qui régit la distribution notamment aussi des rapports. Est-ce que c'est aussi sur cette méthode-là qu'on distribue les présidences de commissions On les fait via la méthode d'Hondt, mais ça c'est juste une tradition. Il n'y a rien dans le règlement qui oblige à le faire. Je veux dire, si par exemple 2 groupes politiques décidaient de prendre tous les postes de tous les présidents des commissions, etc., et qu'ils avaient la majorité à chaque commission pour le faire, ils pourraient le faire. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça va changer, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a utilisé la loi d'Hondt pour, disons, permettre à chaque groupe politique d'avoir une certaine représentativité institutionnelle, disons, qui en même temps soit cohérente par rapport à sa taille et à sa force politique. La constitutive fixe les responsables, c'est l'Assemblée plénière qui suit l'élection. Donc celle de juillet à Bruxelles, on saura qui est responsable de quoi le 1er, 2, 3 juillet à Bruxelles? À Strasbourg. À Strasbourg, la plénière, les 2 plénières du mois de juillet auront lieu à Strasbourg. Voilà. C'est la première fois qu'on va avoir 2 plénières en juillet parce qu'on a voulu séparer la plénière constitutive de la plénière dans laquelle normalement le Parlement devra élire
les présidents de la Commission européenne. Donc il y la a une première semaine. la constitutive, c'est le 1er, 2, 3 juillet. Tout à fait, ici à Strasbourg, avec notamment l'élection du président du Parlement et les vice-présidents, mais aussi les débats des clôtures de la présidence semestrielle du Conseil, donc la présidence grecque, et l'arrivée de la présidence italienne. La particularité de ces élections européennes, le choix du futur président de la Commission européenne doit être fait par le Conseil en prenant en compte les résultats des élections. Les principaux partis politiques ont d'ores et déjà présenté leurs candidats, Juncker pour le PPE, Schulz pour le PSE, Verhofstadt pour les libéraux, Bové-Keller pour les Verts, Tsipras pour la gauche radicale. L'idée du Parlement européen, c'est que l'un de ces candidats soit le futur président de la Commission. C'est également l'idée du Conseil ? On va voir. Là, il y a la question juridique et la question politique. La question juridique, elle est très claire. Les traités de Lisbonne disent que le président de la Commission est élu par le Parlement européen. Et le verbe qu'on utilise, noir sur blanc, c'est élu. Le Parlement élit. Et les conseils européens, donc les chefs d'État et de gouvernement, eux, ils proposent. Et là aussi, on dit propose. Et propose, tenant compte, comme vous avez bien remarqué et dit, tenant compte du résultat des élections européennes. Ce qui est logique, parce que si à la fin c'est le Parlement qui élit et qu'on ne tient pas compte du résultat des élections, on va droit vers un mur. Il faut la majorité absolue des députés. Il faut au moins 376 députés, ce qui est un chiffre quand même assez considérable et pas facile à obtenir. Il y aura forcément des alliances. Il y aura des alliances. Aucun groupe non, c'est clair que 376 si les résultats des élections ne sont pas trop loin de ce qu'on peut imaginer, en effet, on n'aura aucun groupe qui, lui tout seul, puisse arriver à ces chiffres. Ça n'a jamais été le cas d'ailleurs. Mais ce qui est important, comme vous avez dit, c'est que les partis politiques européens, les familles politiques européennes, ont décidé de tirer les conséquences politiques de ces nouveaux cadres juridiques. Et donc, ils se sont dit, d'accord, puisque c'est le Parlement qui finalement va élire les présidents de la Commission, tenant compte des résultats des élections, via la proposition des chefs d'État et de gouvernement, faisons les choses avec toute la transparence possible, présentons nos candidats, de façon que les gens, quand ils vont voter, ils puissent participer pas seulement tenant compte de leur candidat préféré pour siéger au Parlement, mais aussi de leur choix par rapport à qui devrait être le président de la Commission. Le 10 avril, les chefs de file des groupes politiques du Parlement, le président du Parlement, ont rencontré Herman Van Rompuy pour discuter des dispositions de l'élection du prochain président de la Commission. Qu'est-ce qui reste à caler ? On voit bien ce type de rencontre, si elle existe, c'est qu'il y a encore des choses à négocier, à discuter. Les points de vue ne sont pas forcément convergents. Non, certainement. C'est la première fois qu'on va utiliser cette nouvelle disposition du traité de Lisbonne. Je pense qu'à personne n'échappe le fait que derrière cette nouvelle procédure, il y a quelque part une bataille entre deux institutions, les chefs d'État et de gouvernement d'un côté, le Parlement européen de l'autre. Pour le Parlement, c'est très important d'ancrer l'élection du président de la Commission dans les droits schémas de la légitimité des urnes. Plus proche le président de la Commission sera, disons, de l'élection des citoyens, plus il aura des forces, il aura des légitimités et il pourra, disons, renforcer le rôle de la Commission européenne. Mais ça n'a pas été fait avant. Donc d'abord, il faut voir quel est le résultat des élections. Il faut voir alors quels sont les partis ou les groupes politiques qui peuvent conformer des coalitions, combien de coalitions sont possibles, quel est le parti politique ou le groupe politique qui a pas la majorité, mais en tout cas les plus grands groupes politiques au sein du Parlement. Normalement, c'est ces groupes qui doivent avoir la main au début pour essayer de créer cette coalition et pour essayer de faire passer son candidat à la présidence de la Commission. Imaginons que ce soit le PSE. Je prends le PSE parce que finalement le Conseil aujourd'hui, il est plus majoritairement à droite qu'à gauche. Est-ce que cette configuration-là permettrait, si le PSE arrivait vraiment en tête, d'imposer son candidat, c'est-à-dire Martin Schulz, selon vous ? Est-ce que le Conseil n'aura pas aussi beau jeu de dire non, c'est moi qui propose et c'est pas mon candidat ?
Les conseils européens peuvent en effet prendre un autre candidat parmi les c'est risque et péril, c'est ce que vous allez dire. voilà, parmi ceux qui se sont présentés ou même parmi ceux qui ne se sont pas présentés. Mais après, il faut que ces candidats passent cette barre de 376 députés. Si vous me dites par exemple que cela s'est fait en détriment du candidat, vous avez mis un exemple du candidat socialiste dans cet exemple qui serait le premier groupe, normalement c'est là, vous devez dire que ce groupe a voté contre. Je ne vois pas pourquoi alors ce groupe voterait en faveur. On a vu sur d'autres sujets, on a vu sur le budget par exemple. Oui, bon, moi je dirais qu'on n'a jamais vu un sujet dans lequel ce serait tellement clair qu'on fait ou on ne fait pas ce qu'on a promis ou ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que les conséquences quand même pourraient être assez considérables. Donc à partir Surtout du moment où vous conséquences... essayez d'imposer une autre majorité différente à la majorité du Parlement, vous obligez ou vous essayez d'obliger les parlements de construire cette autre majorité. Mais est-ce que vous allez la avoir? Ça, c'est une autre paire de manches. Le sens de mes questions par rapport à cet enjeu de l'élection du président de la Commission européenne, c'est le sentiment aussi de savoir si au lendemain des élections, l'électeur qui aura eu conscience de pouvoir élire le futur président de la Commission européenne se retrouve dans la situation « Ah non, je me suis fait avoir, on m'a trompé ». Ce serait dommage, mais je ne vois pas pourquoi cela devrait se passer. Je veux dire, tous ces candidats... Si un des candidats qui était proposé ne figure pas finalement à la présidence de la Commission européenne. Mais ces candidats n'ont pas été proposés par les anges. Ils ont été proposés par les partis politiques européens lors des congrès dans lesquels on a vu participer, on a vu décider, on a vu applaudir à ceux qui après sont les chefs de gouvernement qui siègent au Conseil européen. Donc pourquoi est-ce que Mme Merkel ne voudrait pas de M. Juncker si finalement elle a participé à l'élection de M. Juncker, ou pourquoi M. Hollande ne voudrait pas M. Schulz, ou vice-versa. Je pense que ça posera pas de problème. Oui, d'accord. Mais cela donne une légitimité à ces candidats qui n'est pas la même que celle de ceux qui n'ont pas passé par ces processus d'élection. Jaume Duc, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur des médias et porte-parole du Parlement européen. On rappelle les dates de ces élections européennes entre le 22 et le 25 mai prochain, avec un taux de participation pour 2009 qui était de 43%. J'imagine que vous avez espoir que ça ne soit pas en dessous. On a un espoir raisonnable que cette fois, la tendance va être différente, avec tout ce qui a changé par rapport aux compétences du Parlement, par rapport à la crise économique, par rapport aux nouvelles compétences aussi de l'Union européenne, et surtout, je dirais aussi à travers cette possibilité de voter, pas seulement pour le Parlement, mais pour les candidats à la présidence de la Commission. Moi, je dois croire que les citoyens voient ces élections comme un exercice beaucoup plus proche des élections nationales ou des élections locales, et donc plus facile aussi à comprendre l'importance d'aller voter. Dans la deuxième partie de cette émission, la partie débat, en votre compagnie, Lauriane Sistermans.